F1i classique, la suite de notre histoire d'Alain Prost. On commence par les années McLaren. Maintenant, oui, on rentre dans la deuxième partie avec son deuxième passage chez McLaren, puisqu'il y en a déjà eu un qu'on a évoqué en 1980, mais ce n'était pas McLaren de Ron Dennis, c'était encore l'ancien régime de Teddy Mayer. Il passe donc chez McLaren pour la saison 84, après malheureusement l'échec de Kyalami avec Renault. Et tout de suite, on constate que ce qu'on savait déjà avec Renault, mais bon, il passe chez McLaren, et là chez McLaren, il est tout de suite dans le bain, tout de suite compétitif. C'est la McLaren avec le moteur TAG turbo, le moteur Porsche, qui commence à marcher. Et surtout, son équipier, c'est un monstre sacré de la F1, c'est Niki Lauda. Monstre sacré qui est revenu en F1 après avoir quitté la Formule 1 en claquant la porte et puis en revenant, en croyant dans le moteur Porsche, TAG Porsche. Et puis Alain arrive quand les choses se mettent en place. Tout arrive à maturité. Mais il montre tout de suite qu'il est plus rapide, il est le coming man. Niki Lauda, c'est la légende vivante. L'ordinateur, enfin un peu comme le professeur. Il a fort à faire, mais ils s'entendent très bien, ces deux-là. Ils s'entendent bien parce qu'ils sont intelligents et que Alain sait qu'il a tout à gagner de l'expérience de Niki Lauda. Lauda, lui, il est redoutable et il sait qu'il a intérêt à avoir Prost dans son camp plutôt que de l'affronter vraiment de face au sein de l'équipe. Lauda pense quand même qu'il a suffisamment d'expérience et, je dirais, de science politique pour avoir l'équipe avec lui. On a une saison magnifique en 84 parce qu'il y a un vrai affrontement entre ces deux-là. Et un peu comme avec Prost et Senna plus tard, on a Alain qui est, comme tu dis, le coming man, qui est plus rapide aux essais, par exemple, sur un tour, et Lauda qui, lui, gère un peu mieux les courses ou les pneus, parce que c'est une époque où... La consommation aussi. Oui, absolument, la consommation, parce qu'avec ces moteurs turbo, il faut... il y a la fiabilité, le rendement, la conso, les pneus, c'est quand même une autre époque, hein. Il faut dire que les Grands Prix faisaient 300 km avec des voitures très lourdes, et puis bon, ça commence avec les ravitaillements, mais c'est Brabham qui lance ça, mais c'est pas encore tout à fait dans les mœurs. Donc, McLaren a une voiture dominatrice, parce que c'est quand même aussi John Barnard, c'est la coque en carbone, on sort d'une ère pour rentrer dans une autre, et tu as aussi Ron Dennis qui impose sa marque de fabrique, c'est-à-dire ce perfectionnisme, ce soin du détail, cette rigueur, et savoir s'entourer aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que John Barnard, il y a aussi, par exemple, Mansour Roger, TAG, hein, qui permet d'avoir ce moteur Porsche Turbo aussi. On se souvient que finalement, la saison se termine par le troisième titre de Niki Lauda, ce qui est plutôt sympa quand on se souvient quand même de la première carrière de Lauda avec l'accident, avec son premier retour, avec finalement le fait qu'il arrête dégoûté et puis fait un comeback. Enfin, c'est tellement, je dirais presque romanesque, que ça valait bien un titre mondial pour finir en beauté. Mais Lauda a souffert pour décrocher ce titre. Et il s'est rendu compte que voilà, Prost, c'était vraiment un super champion. Et s'il n'y a pas quelques événements dans la saison, on se souvient du Grand Prix de Monaco, par exemple. Ben oui, le problème c'est que Senna devait gagner, c'est vrai, et que finalement Prost gagne, mais dans le fond il reçoit la moitié des points. Voilà. Et donc si le Grand Prix avait été jusqu'au bout, c'est Prost qui aurait été titré. Même en terminant deuxième. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Même si Alain avait terminé deuxième. Bien sûr, à la fin de la saison, c'est quand même unique dans les annales de la F1. À la fin de la saison, Lauda à Estoril, un terrible dernier Grand Prix, il gagne le championnat pour un demi-point sur Prost. Et en faisant l'épicier, parce que voilà, Alain est intrinsèquement plus rapide et Lauda l'emporte. Ce qui est assez exemplaire et significatif de cette époque, c'est que sur le podium d'Estoril, 84, on a donc Prost qui gagne, Lauda qui est champion du monde et un jeune Ayrton Senna avec une Toleman qui est sur le podium. Donc là, il y a du très lourd et tout le monde est content quelque part. Alain est très fair-play, très sportif vis-à-vis de Lauda. Il s'incline sportivement, même si c'est quand même la deuxième année de suite, et même la quatrième quelque part, qui passe à côté du titre mondial. Hein. Donc ça commence à lui peser. En 85, heureusement, la prise de pouvoir d'Alain, ou le passage de témoin, disons, entre Lauda et Prost est effective. Et Lauda se rend compte là qu'il est effectivement battu par plus fort que lui et qu'il est en fin de carrière, et il assume tout à fait ce rôle.
Et la saison 85 est relativement facilement dominée par Prost avec la McLaren TAC Porsche. Il gagne à Brands Hatch en fin de saison, en ayant quand même un peu peur de gagner, en se sentant aussi un peu sur la défensive à la fin. Ce titre lui avait échappé plusieurs fois, alors évidemment qu'il était un peu fébrile. Mais dans le fond, il savait que son heure allait arriver, et 85, c'était un tapis rouge. Il y avait Alboreto avec la Ferrari, il y avait les Williams qui commençaient à sonner la charge. Mais c'est vrai que Prost était ton dessus. Un ton au-dessus, et depuis quelques années, donc ça lui revenait bien, ce titre-là, ce premier titre. Et puis il est bien chez McLaren. Là, il s'installe chez McLaren, Lauda tire sa référence, on lui met Rosberg dans les pieds en 86, franchement, Rosberg se fait massacrer par Alain au point que lui-même il se dit, bon ok, il arrête sa carrière en F1, quoi, qui était quand même un guerrier. Hein. Oui, Keke était un calibre, il était hyper rapide, mais il n'arrivait pas à gérer ses courses au niveau de la consommation, au niveau de la mise au point de la voiture. Voilà. Et là, il est tombé sur Prost qui, non seulement savait gérer ses courses avec la consommation, savait mettre la voiture au point, mais était tout aussi rapide que lui. C'était même plus rapide et avec cette science du pilotage et de la technique quelque part, tout en commençant aussi sur le plan politique à se sentir tout à fait mature. Voilà. Et chez McLaren, tout le monde était avec lui. Donc Prost, le vent dans le dos, fait une saison extraordinaire en 86 avec des Williams moteur Honda turbo qui sont intrinsèquement beaucoup plus rapides que la McLaren parce que le moteur Porsche est en fin de vie et on se rend compte que les investissements ne suffisent plus et que finalement c'était une solution intermédiaire, mais que les grands constructeurs prennent vraiment le pouvoir en F1 avec cette ère du moteur turbo qui est absolument inoubliable. Et cette finale de championnat où Alain est l'outsider et où, à Adélaïde, ça se joue, c'est un scénario à la Hitchcock. Mais il faut dire la vérité, c'est carrément un hold-up, parce qu'en 86, les Williams étaient dominatrices. Alain, avec toute sa science, arrivait à jouer le titre jusqu'au bout, mais dans le fond, personne n'y croyait. D'ailleurs, Mansell était tout près d'être titré jusqu'à ce que son pneu explose dans la ligne droite à Adélaïde. Et à ce moment-là, il y a Prost qui, évidemment, est là, car il est toujours là, et Patrick Hett le disait, mais à chaque course, Prost était loin en début de course, et puis, where is the Frenchman? Où est-il? Et puis, il était toujours là à la fin, et il fait le hold-up, et vraiment, il prend son deuxième titre. Je dirais que ça me fait un peu penser à Alonso aujourd'hui, c'est-à-dire que même avec une voiture inférieure, il était là et il lâchait rien, un peu comme Alonso dans la période actuelle. C'est vrai que ce Grand Prix d'Australie 86 était incroyable et que donc, effectivement, c'est sur les pneus que ça se joue, parce que les Williams Honda, avec Piquet et Mansell, dominent déjà depuis quelques mois, mais il y a cette rivalité entre Piquet et Mansell où ils se prennent des points l'un l'autre et où Williams ne tranche pas, heureusement, quelque part, parce que ce serait, à l'époque actuelle, il y aurait des consignes d'écurie, comme chacun sait. Et donc, ils perdent le titre à cause de ça, évidemment, mais quelque part, c'est le panache. Ils perdent le titre avec cette crevaison, le pneu en réalité qui explose, Mansell à 300 à l'heure à Adélaïde, et donc ils prennent la décision avec les techniciens de Goodyear de dire on va faire rentrer Piquet, même si Mansell était plus agressif et faisait davantage souffrir les pneus. Ils n'ont pas voulu prendre le risque sur le plan de sécurité. Ils ont fait rentrer Piquet. Ça aussi, chapeau quand même à leur honneur, à l'équipe Williams. Il faut se souvenir quand même que c'est une année terrible pour l'équipe Williams, parce que c'est l'année de l'accident de Frank en début de saison, et que Frank se retrouve quand même dans un état physique très très diminué à l'époque, même si il a surmonté ça, mais on se rend compte quand même que c'était une saison très déstabilisatrice, très perturbante pour Williams. Et Alain, donc, recueille les fruits de sa patience et de son intelligence un deuxième titre consécutif. Un deuxième titre consécutif pour McLaren, c'était formidable, c'était inespéré. 87, alors là, on se rend compte que le rouleau compresseur Williams est en route, avec Honda, surtout, moteur Honda, parce que Renault aussi est en baisse de régime, c'est Honda qui monte, donc on a Ayrton Senna avec la Lotus Honda en 87, on a les Williams Honda, et le moteur TAC Porsche qui est vraiment dépassé. Qui est à la traîne à ce moment-là. Et donc, alors Alain, il est tout seul chez McLaren parce qu'on lui met Johansson, c'est bien gentil. Mais malgré ça, il ne parvient pas à passer à la vitesse supérieure. Honda est tellement au-dessus du lot que très vite, très tôt, en été, il y a des contacts qui s'établissent entre McLaren et Honda. Alain lui-même s'implique très fort dans la gestion sportive de l'équipe, dans ses décisions politiques. Il accompagne Ron Dennis jusqu'à Tokyo, voir les gens de Honda. Donc vraiment, il est partie prenante, je dirais, du management, quoi.
Et sur le choix de prendre Senna, parce que Honda y tenait, hein, c'est sûr, mais le choix de prendre Senna comme équipier pour 88, eh bien Alain encourage ce choix, ce qui est quand même extraordinaire dans sa position. C'est vrai qu'après ces 2 titres, c'est son écurie, c'est l'écurie qu'il gère ensemble avec Ron Dennis, donc ils font tout pour s'octroyer le moteur Honda, parce que c'était le meilleur moteur à l'époque, c'était le moteur qui dominait. Et puis Alain est assez grand pour voir un jeune qui monte, et il se reconnaît un tout petit peu comme lui à l'époque vis-à-vis de Lauda. Il voit un jeune qui monte, qui est brillantissime à Ayrton Senna, et c'est lui qui conseille Ron Dennis, c'est lui qui encourage le transfert de Lotus à McLaren. Voilà. Et ceux qui voient parfois Alain Prost comme une pleureuse, etc. Enfin, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié plein, à moitié vide plutôt. Eh bien, vraiment, ça, c'est la preuve du panache de Prost. Même pas peur de prendre Senna dans son équipe quelque part. Et ça, franchement, pardonnez-moi l'expression, mais c'est couillu, quoi. Et en 88, il y a cette extraordinaire domination des McLaren MP44 avec le moteur Honda turbo encore. Et ils font le vide autour d'eux, quoi. Boutsen termine 3e avec la Benetton, il est à un tour, quoi. Oui, c'était inimaginable. Voilà. 15 victoires sur 16 Grands Prix. Normalement, s'il n'y avait pas eu Schlesser au Grand Prix d'Italie dans le chemin de Senna, ça aurait été 16 sur 16. C'était extraordinaire. C'est du jamais vu. Et ça ne va plus jamais se reproduire, mais effectivement, ils avaient donc la MP44 dessinée par Gordon Murray, qui était extraordinaire, avec le moteur Honda, avec les 2 meilleurs pilotes. Mais déjà, on voit les différences qui s'affirment et Prost s'inspire de Lauda quelque part. Parce qu'il revit un peu la même situation, mais avec des rôles inversés. Et donc, il sait que Senna est plus rapide, que Senna veut faire la pole, que Senna a des dents qui rayent le parquet. Et Alain, lui, il sait quand même qu'il est chez McLaren, il s'en accommode, il gère. Et finalement, le championnat bascule au profit de Senna à Suzuka dans la dernière ligne droite, où Senna panique un peu, rate son départ, mais fait une course extraordinaire, remonte alors qu'il commence à pleuvoir. Bref, il passe à l'un et fair and square, comme disent les Anglais, il décroche ce premier titre mondial. Même si on tient compte du règlement, on ne prend les points que sur 11 des 16 Grands Prix. Oui, ce qui était dingue à l'époque. Voilà, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'abandons et qu'on tenait compte du fait que les voitures étaient moins fiables qu'aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que Prost avait plus de points que Senna cette année-là. Donc voilà, il perd un titre mondial pour un demi-point avec Lauda, souvenez-vous. Il en perd un deuxième, là, alors qu'il a plus de points que son équipier. Bon. Oui, et très souvent, il bat Senna à armes égales. Et il faut se rendre compte qu'on parle d'Ayrton Senna, la légende ultime, le meilleur pilote de tous les temps, on pourrait le dire. Et Alain Prost, souvent, a fait jeu égal avec lui, l'a battu, a joué le championnat jusqu'au bout. Ça a été son adversaire principal toute sa carrière. Et puis en 89, c'est quand même une année aussi où, parce que Prost fin 88, il est quand même très fair-play aussi, et voilà, il s'incline sportivement, alors que quelque part, c'est un peu lui aussi le champion du monde. Ayrton avait tellement d'ambition, tellement de détermination, voilà, Alain reconnaît sa défaite, entre guillemets. 89, les choses deviennent un peu plus viriles entre eux, et il se passe ce qui se passe. On parle de consignes, justement, ou d'arrangements à l'amiable avant le départ. Ça se passe à Imola. C'est même Senna lui-même qui avait plutôt encouragé l'idée qu'on ne s'attaque pas quand on est devant, en tout cas dans le premier tour, ce serait idiot, etc. etc. Finalement, c'est Senna qui brise le pacte, sous prétexte qu'on n'est pas au premier tour, qu'il y a eu un drapeau rouge et que c'est un deuxième départ. Mais enfin, dans le genre mauvaise foi, il n'était pas mauvais non plus, Ayrton. Et là, Alain a les boules. Il fait une très mauvaise course, du coup, il fait un tête à queue, ce qui lui arrive jamais. Il termine à 40 secondes de Senna. Et il est fou de rage, quoi. Fou de rage, un peu Pironi-Villeneuve, quoi, sur le même circuit quelques années plus tôt. Il se retrouve à Pembrey quelques jours après pour une séance d'essai avant le Grand Prix de Monaco. Pembrey, un petit circuit perdu dans le Pays de Galles. Et là, le Ron Dennis doit venir tellement la tension est forte entre les deux hommes. Et il y a une explication, où finalement... Ron Dennis donne plus ou moins raison à Prost, Senna est en larmes, il craque, enfin bon. Il décide d'enterrer l'âge de guerre et que l'incident reste entre eux, dans la confidentialité de ce petit circuit du Pays de Galles. Ce qui se passe, c'est qu'en arrivant à Monaco la semaine d'après, Ayrton découvre en lisant l'équipe que Johnny Reeve raconte l'histoire, les larmes de Senna à Pembrey. Donc Alain, lui, n'a pas respecté cette confidentialité. Est-ce qu'il s'est fait piéger par Johnny ou est-ce qu'il a volontairement mis de l'huile sur le feu parce que ça le servait sans doute?
Bon, toujours est-il que la guerre est déclarée et que c'est une guerre ouverte. Il avait été fort déçu, c'est que c'est lui qui avait été à l'origine de l'arrivée de Senna chez McLaren. Il s'était accommodé du fait que Senna était intrinsèquement plus rapide, mais qu'on allait jouer le championnat de manière réglo. Et là, à la première occasion, Senna n'a pas tenu parole. Et là, bon, les relations se sont fort envenimées, évidemment. Mais du coup, il y a eu un coup de traîtrise de l'un d'un côté, un coup de l'autre, et puis c'est devenu la guerre, mais à un point, on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui, même s'il y a parfois des tensions, Vettel, Weber et autres, enfin, ça n'a rien à voir, je peux vous dire, un point que, donc, ils ne se parlent plus, il y a des clans qui se forment, il y a des factions à l'intérieur de l'équipe, mais bon, l'équipe reste dominatrice, donc quelque part, ça ne porte pas à conséquence. Alain, dans ces moments-là, n'est jamais aussi fort. Et moi, cette saison 89, je me souviens que tout de suite, Alain se rend compte, après Monaco, en plus Ayrton enfile les victoires, Monaco, Montréal, etc. Et Alain se rend compte que, quelque part, il n'a plus le contrôle chez McLaren, que Senna est devenu la coqueluche, le fils préféré, le favori de l'équipe. Et il se dit, OK, j'ai bien compris, on veut plus de moi, je m'en vais. Donc il négocie avec Ferrari en douce, pendant l'été. Chez McLaren, on ne sait pas ce qui se passe, même s'il y a Marlboro au milieu, enfin tout ça est assez nébuleux. Finalement, Alain signe chez Ferrari et c'est plus ou moins annoncé début septembre. Mais il fait sa saison et quelque part, au jeu de la guerre, c'est lui qui l'emporte. Mais il va finalement gagner le championnat et battre Senna à la régulière, mais contre sa propre équipe. Il est victorieux et son équipe ne voulait pas qu'il gagne. C'est assez surréaliste, mais on ne se rend pas compte de ça. Et donc il y a la scène, évidemment, de Suzuka dont tout le monde se souvient. Mais oui, et quand on pense au plus grand champion de l'histoire de la course automobile, et quand on pense à Prost, il est immense, Prost, parce qu'il a vraiment, au sommet de son art, il a taillé des croupières à Senna, c'est pas peu dire, c'était incroyable. À voiture égale. À voiture égale. Et donc, on ne le dira jamais assez, Alain Prost était immense, un immense champion. Alors, cette finale de Suzuka, justement, je m'en souviens bien, 89, avec l'accrochage à la chicane, enfin, on a tout dit, donc c'est pas la peine de refaire l'histoire. Il y a eu le film Senna, même si Alain n'est pas très content de la version qui est présentée dans le film. Toujours est-il qu'il y a cet accrochage à la chicane de Suzuka. Alors, on peut en discuter pendant des heures. La seule chose, c'est qu'Alain, avant la course, avait été très clair avec Ron Dennis en disant « Je n'ouvrirai pas la porte. Donc, ne crois pas que tu peux me passer ou qu'il y a un trou. Je n'ouvrirai pas la porte. Donc, si tu viens, je fermerai la porte. » Il a été très clair. Senna, il y va. Et pendant 47 tours, on a eu un duel mais extraordinaire. Moi, j'étais en bord depuis, je peux vous dire, j'en ai encore des frissons. Et puis voilà, Ayrton décide qu'il peut faire un dépassement un peu kamikaze, franchement. Alain, il voit ça, je l'avais dit, Alain sait très bien que s'il y a accrochage et que les deux pilotes sont plus là, c'est proche champion du monde, eh bien Alain, il tourne, il braque, le virage est à lui, boum, il sait qu'il va à la collision, mais il considère que c'est Senna qui vient dans le mur. Ceci, c'est le fruit de toute une saison. Ça s'est envenimé. Là, il a apparemment quand même, en 89, à Suzuka, il a sorti Senna. Non, il a défendu son leadership, il avait annoncé la couleur. Donc voilà, ça, en tout cas, c'est son point de vue. Et puis, on sait que le point de vue de Senna et le point de vue de Ron Dennis, donc il faut se rendre compte qu'après, à l'arrivée de la course, où pendant des heures, ça discute, etc., il y avait Ron Dennis, le patron de McLaren, qui plaidait contre son pilote champion du monde, Alain Prost. Donc c'est quand même assez incroyable, évidemment, et pour cause, puisque son pilote champion du monde partait chez Ferrari avec le numéro 1 sous le bras et qu'il avait eu le toupet d'offrir la coupe du vainqueur du Grand Prix d'Italie à Monza au tifosi à ses pieds. Ron, il n'a jamais pardonné ça. Et donc voilà, il y avait vraiment une ambiance absolument électrique et absolument détestable aussi. Mais bon, quel souvenir, quels affrontements. Oui, et alors Prost passe donc chez Ferrari en 90, et cette rivalité avec Senna continue. C'est inimaginable, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 90, il est à deux doigts d'être titré, Alain. Quel bel auto. Ben oui. Cette Ferrari 641, c'est des Ferrari Barnard qui sont... pour moi, c'est peut-être parmi les plus belles F1 de l'histoire. Et Alain en fait un très bon usage. On est revenu en moteur atmosphérique, on est en 12 cylindres chez Ferrari, en 10 cylindres chez Honda. Et il y a une saison aussi extraordinaire
extraordinaire, avec Alain qui, il faut dire que Ferrari était au creux de la vague parce qu'il y avait quand même eu la mort du commendateur qui avait déstabilisé le système, hein, la structure, et Alain vraiment tire Ferrari vers le haut, quoi. Il y a Mansell comme équipier, ça se passe pas toujours très bien. Il y a un moment où Mansell se rend compte qu'il est battu par plus fort que lui, il ne supporte pas. Et la voiture est fort compliquée, c'est une voiture dessinée par John Barnard, c'est la première boîte semi-automatique, Ouais, donc ils sont très contents d'avoir le professeur pour la mettre au point. Alors bon, c'est vrai que Mansell fait quelques coups d'éclat, mais par rapport à Alain, il fait pas vraiment le poids. Et donc Alain arrive quand même à Suzuka à nouveau, en position de challenge. Avec le championnat en point de mire, sauf que là, les rôles sont inversés, et si accrochage il y a, c'est Senna qui est champion du monde. Alors on sait que Senna a rendu la monnaie de sa pièce à Prost en quelque sorte, en tout cas il a présenté les choses comme ça, sauf qu'il l'a fait de façon quand même beaucoup plus dangereuse, au départ en restant quasiment à fond pour l'envoyer dehors. Alors il y a plein d'explications à ça qui ne justifient pas, mais qui expliquent l'attitude de Senna. C'est effectivement la cabale, la FIA qui soi-disant favorise Prost, où on met la pole position du mauvais côté, patati patata, enfin ça aussi on l'a raconté 120 fois. Le résultat c'est quand même que Prost perd le titre ou la chance, disons, de décrocher un titre avec Ferrari, ce qui est quand même unique dans un palmarès aussi. Et Senna revient tout penaud et il est champion du monde et il est quand même pas très fier de son coup. Donc on est quand même au paroxysme de ce duel qui malheureusement ne se prolonge pas en 91 parce que là c'est Ferrari qui s'écroule, quoi. Et quand les choses vont mal, Prost ne lâche pas son os, veut avoir raison, veut aller au bout, prend un peu le pouvoir chez Ferrari parce qu'il y a un vide de pouvoir. On change de directeur sportif, il y a César Fiorio, et puis Ferrari bombarde un ingénieur de Fiat à Turin, des types qui ne connaissent pas vraiment la F1. Enfin, Prost parvient à démontrer que ça ne va pas. Il a Alesi comme équipier, donc il est en confiance, et il parvient à convaincre et Marlboro et Ferrari de lui faire confiance et quelque part de devenir un peu le manager de la Scuderia. C'est quand même incroyable quand on y repense. Et puis finalement, il y a quand même des résistances telles en interne chez Ferrari, où la guerre politique entre les clans Turin, Maranello est énorme. Et finalement, Prost est victime de cette oui, parce que bon, c'est vrai qu'il a cru qu'il pouvait le faire comme il avait fait chez McLaren, d'en faire son équipe. Faire une OPA sur Ferrari. Mais il a sous-estimé la politique de la Scuderia, surtout après la mort d'Enzo Ferrari, où il y avait vraiment des guerres de factions. Mais il a été très déçu et très marqué par cette trahison, quelque part, parce que, voilà, il avait encore les avocats, les avocats en Suisse qui négociaient avec Marlboro au milieu, Ferrari, et entre le Japon et l'Australie, Alain, il est en train de négocier son contrat et surtout son rôle dans le nouvel organigramme de Ferrari l'année suivante, et puis 3 jours après, il apprend qu'il est viré comme un malpropre, sous prétexte qu'il a dit que la voiture ne marchait pas à Suzuka et que la direction était dure comme celle d'un camion. So what? C'était un prétexte. C'était un prétexte. Mais il saute du jour au lendemain, on met Morbidelli dans la caisse pour le dernier Grand Prix. Impensable. Alors bon, Alain, il était protégé, il a touché un gros paquet d'argent, il n'a pas couru en 92 à cause de ça, parce qu'évidemment, il n'y avait plus de volants dans des top teams, et voilà, il préfère finalement une année sabbatique. Oui, qui lui sera peut-être salutaire. Pour mieux rebondir, plutôt que de faire une saison dans une mauvaise auto. Il a failli rouler chez Ligier, il a essayé la Ligier. Voilà, là, il y avait peut-être quelque chose à faire, peut-être de nouveau un rendez-vous manqué. Je propose qu'on en reparle dans la 3e partie, mon cher Ziv, de notre évocation d'Alain Prost, parce que sur Alain, il y a tellement de choses à dire, la carrière est tellement longue, quelque part, elle n'est pas terminée. Il est sur Canal+ aujourd'hui, entre autres. Et je pense que voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur son dernier challenge, son dernier titre mondial, et puis bien sûr l'aventure ou la mésaventure Prost Grand Prix. Oui, le personnage est tellement immense qu'il mérite une 3e émission.